Cette étude, donc on l'a faite, c'est aussi, dans un processus d'engagement. Donc on est bien dans l'engagement actionnarial, dans la responsabilité actionnariale, des investisseurs. L'engagement, donc le dialogue avec les entreprises qui peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme de contact avec l'entreprise aussi bien, en direct et en bilatéral ou des engagements collectifs. Ça peut prendre, aussi, la forme parfois de lettres. Là, en l'occurrence, ça a pris la forme de questions en AG, qui est un exercice très particulier, très codifié et ensuite il y a aussi le vote qui est une forme d'engagement. En tout cas, qui est partie prenante de la responsabilité, actionnariale. Donc c'est l'ensemble des choses qui font partie de cette responsabilité actionnariale et d'ailleurs la partie engagement n'est pas juste pour les actionnaires, c'est pour, même qu'on est investisseur, crédit, on peut, faire de l'engagement. C'est un exercice qui s'accélère, de façon importante au cours, des dernières années. On le voit, il y a plusieurs, raisons. D'une part, il y a, dans plusieurs pays, ce qu'on appelle des stewardship codes qui demandent des reportings particuliers autour de l'engagement. Heu et puis, par ailleurs, une prise de conscience, des investisseurs, de l'utilité de ce genre de démarche. Alors les sujets climatiques ont aussi grandement, contribuer à ça puisque des grandes coalitions d'actionnaires, telles que le Climate Action 100+ heu, contribué à cette prise de conscience de l'utilité de ça. Au sein du FIR, c'est, la commission engagement a un historique assez long, même très long. Donc c'est quelque chose qui est bien dans les habitudes et dans la culture du FIR, d'avoir un dialogue exigeant, mais enfin, voilà, positif, avec, les émetteurs pour on soit dans une dynamique de progrès. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que c'est ça qui va faire que, on a fait cet exercice. Donc on a voulu faire cet exercice pour un peu organiser, un questionnement, qui est puisque c'est des questions en âgé, les entreprises ont obligation de répondre et c'est ça aussi qui est très intéressant, dans cet exercice. Ça nous permet aussi d'avoir une comparabilité et alors il y a à la fois le fond et la forme. On le fait pourquoi? On le fait pour avoir ces réponses et pouvoir, mesurer, qui répond bien ou pas. On là, dans cet exercice, on est vraiment dans un exercice de forme. On n'est pas dans le jugement de est-ce que ce qu'ils répondent est suffisant ou enfin est exact ou pas. On est, au moins est-ce D'accord. qu'ils ont un discours, construit sur les éléments de responsabilité qui nous semblent importants. Mmh. C'est aussi un effet pour aussi, avoir une influence, sur le fait que, les entreprises s'emparent de certains nombres de sujets qui nous semblent importants et enfin, c'est aussi un moyen, pour nous en tant qu'association professionnelle, de créer une dynamique avec, nos membres, également autour des questions. C'est un champ qui était peut-être sous-exploité et que grâce à cette initiative du FIR, on crée une dynamique positive, dans ce domaine. Mmh mh. Donc ça, c'est vraiment important, d'avoir, ça en tête. Ensuite, c'est un exercice qui se veut être sur plusieurs années. Parce que le but, n'est pas d'avoir une photo qui cristallise, c'est de se dire que l'année prochaine, là, c'était une expérimentation pour les émetteurs, voilà, l'année prochaine, donc cette année plutôt, ils vont déjà avoir c'est la deuxième année, ils auront pu prendre peut-être la mesure des choses et du niveau d'information que nous, on souhaite avoir et pouvoir se repositionner et voilà et donc ça, c'est plus sur le
thème de la communication et aussi ça permet, il y a des thèmes, avec des thématiques émergentes, comme on parlait de la biodiversité, du salaire décent. Ça permet aussi parce que c'est des sujets qui sont compliqués, qui demandent aux entreprises, du temps pour comprendre, pour s'ajuster et donc le temps chaque année, on essaye d'instaurer, cette habitude où on se revoit chaque année pour évaluer, les progrès de l'entreprise. Donc ça, c'était pour répondre à, pourquoi on a fait cet exercice et pourquoi on le publie, actuellement. En fait, si on a fait un exercice, on fait une sorte de benchmarking, donc c'est normal, qu'on évalue. On a Mmh. essayé d'être, le plus, factuel possible. Donc il y a des analystes ESG qui ont fait un gros travail, d'une part d'essayer, de faire les choses, les plus d'avoir des principes communs, de questions à l'autre et aussi, d'avoir une vision bien transversale pour une même question, suivant les valeurs. Donc dans le rapport, à la fin, on explique pourquoi, on a attribué, 0 étoile, 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. Les grands principes, c'est, 0 étoile, heu, c'est pas que l'entreprise n'a pas forcément répondu, mais en fait, elle a répondu, soit à côté de la question, soit enfin voilà, c'était vraiment trop, en retrait par rapport aux autres ou même en absolu. Une étoile, c'est elle commence à avoir des choses dans ce domaine-là, mais c'est vraiment, le début du chemin où dans lequel elle doit s'inscrire. 2 étoiles, on est vraiment dans, elle fait des choses, mais on n'est pas encore au niveau, où, vraiment on pourrait attendre, une meilleure pratique et la troisième étoile, c'est la bonne pratique à ce jour. Dans l'ESG, on sait que c'est une matière qui est dynamique, qui évolue au cours du temps. On sait que ce qu'on demande aujourd'hui, voilà, on demandera probablement des choses plus abouties dans 2 ans ou dans 3 ans. C'est comme ça et c'est le cycle normal, des choses. Donc voilà. Après, effectivement sur le climat, on n'est pas, on est dans un exercice où, on a évalué si l'entreprise, dans, la communication sur sa stratégie, avait bien pris en compte, les grands enjeux climatiques. On est vraiment, dans l'évaluation de sa prise de conscience et de sa communication. Cet exercice n'a pas vocation de poser un jugement sur, la qualité de leur plan stratégique. C'est important de le savoir et puis c'est important de toujours enfin, quand on engage, d'être très précis sur l'objectif de notre engagement car, pour pas rentrer dans la confusion. Heu, c'est déjà quelque chose qui est très important parce que, on dit toujours que ce qui se conçoit bien alors je sais plus, ouais, justement, j'oublie mon mon texte à ce moment-là. Donc Définitivement. Mmh. voilà, exactement. Heu et il ne faut enfin, le fait que les choses soient précises, bien expliquées, aux investisseurs a une valeur et ça traduit aussi un niveau de maturité, sur les questions. Ça n'empêche pas que dans un deuxième temps ou dans d'autres, programmes d'engagement, on peut être amené à porter un jugement sur, est-ce que, ce que l'entreprise déclare est, suffisant ou est-ce qu'on croit à son plan de transition? Donc ça, c'est vraiment important. C'est aussi un moyen aussi d'exprimer, nous, en tant qu'investisseurs, quels sont les sujets qui nous préoccupent. Heu, de toute façon, sur le climat, du fait de l'urgence climatique, on a quand même, une accélération de l'engagement sur le climat,
à travers, différents, aspects parce qu'il y a des collaborations, des engagements collaboratifs. Parce que aussi, phénomène nouveau, de plus en plus, d'institutionnels, ou d'investisseurs, professionnels, s'engagent eux-mêmes, à, diminuer ou avoir une action en faveur du climat. Ce qui fait que, comme nous-mêmes nous sommes engagés, nous, collectivement, nous devenons de plus en plus, fermes ou de plus en plus, précis, dans le suivi parce que, les actions ou les non-actions des valeurs dans lesquelles on a investi vont avoir un impact encore plus fort, sur nous. Puisque, enfin, nous, nous sommes, heu nous, l'action qu'on peut avoir, directement est très faible par rapport à notre action indirecte. Donc en fait, si on s'engage, c'est surtout par rapport à ce qu'on a en portefeuille et donc ce que l'entreprise finale va faire va avoir de plus en plus d'importance. Donc dans ce domaine-là, la pression va s'intensifier, dans les mois, années, qui viennent. Ensuite, sur la diversité, alors la diversité homme-femme, c'est un sujet, intéressant. Il y a des initiatives, notamment, le club des 30 qui est une initiative qui a été fondée en 2020 avec par un groupe d'investisseurs, dont beaucoup font partie du FIR, heu dont Amundi. Donc là, on s'attache dans cette initiative, non pas à la diversité homme-femme, dans les conseils d'administration qui, grâce à la loi, Copé-Zimmermann a été, établie, mais bien dans la diversité plutôt, l'étage du dessus, dans les comex, et dans le pool des talents. C'est ça qui est important, c'est de se dire que, on donne, à l'ensemble de la chaîne, hiérarchique, la capacité, de donner de la place aux femmes. Donc ça, c'est important. C'est aussi un sujet, non seulement d'équité, mais aussi, de productivité et de créativité, hein. C'est pas juste un sujet. Après, c'est un sujet qui est complexe, il faut toujours l'aborder avec prudence, parce il peut y avoir des effets négatifs. Voilà, parfois un effet négatif de la loi Copé-Zimmermann, c'est que parfois et c'est pas du tout, juste en France, hein, ça peut être aussi, dans d'autres régions. On s'aperçoit que, beaucoup de femmes sont ce qu'on appelle overboardées, donc avec, beaucoup de mandats et que, voilà, c'est aussi un questionnement qu'on peut se poser. En fait, il faut ouvrir aux femmes et il faut ouvrir au maximum de femmes. Donc voilà. Hem Ensuite, tout ce qui est ratio d'équité, salaire décent. Alors nous, on a fait un focus dans cette étude de FUR sur le salaire décent qui est, sur les populations, les moins rémunérées et en fait, le salaire décent, c'est pas juste le salaire minimum, hein. Le salaire décent, c'est ce qui va permettre à un employé, direct ou indirect, de couvrir ses besoins, primaires que sont, le logement, la nourriture, la santé, l'éducation, pour lui et sa famille. Donc on est vraiment dans une, dynamique très régionale, très locale, et qui en fait est, non seulement un sujet éthique, mais pas seulement. C'est aussi un sujet, de responsabilité et de gestion des risques. Voilà, le salaire décent, c'est aussi ce qui va permettre, une baisse de turnover, dans certaines,
dans certaines usines. C'est aussi, le salaire décent, c'est aussi lié aux droits humains. Il y a des choses assez fondamentales. Heu, c'est aussi lié, à d'autres concepts liés à l'esclavage moderne, qui est un sujet qui est très important également, qui est connexe mais en lien. Le ratio d'équité, on est dans une dynamique un peu différente dont on va discuter un peu plus en AG, qui est donc, la différence entre le salaire du top management comparé au salaire médian ou moyen. Et là, c'est une dynamique différente, c'est lié, mais on est vraiment sur l'écart, global, des rémunérations. Et c'est vrai que, c'est un sujet qui on l'a vu, alors on a des statistiques plutôt aux États-Unis, que chez nous, mais en fait, on voit bien qu'autour des 40 dernières années, cette différence entre les salaires des personnes les plus rémunérées par rapport au salaire moyen a beaucoup augmenté. Et voilà, il y a une question, d'acceptabilité sociale à un certain niveau, sachant qu'on reste dans un collectif de travail, que, donc, les top management sont évidemment, en responsabilité et ont beaucoup, d'impact sur l'entreprise, mais aussi le reste des salariés. Donc voilà, on doit rester dans ce collectif de travail, c'est important. Sur le salaire décent aussi, il y a des choses qui évidemment, nous, quand on parle des entreprises du CAC 40, on parle de multinationales. Donc effectivement, ce que nous, on connaît, de la sécurité sociale, de notre organisation et pas forcément ce qui est, connu, dans d'autres géographies. Et c'est aussi une question, d'équité entre, les différents, zones, des employés. Je pense que ça, c'est aussi un sujet, qui interroge, comment on peut, heu, comparer en fait un cadre de travail, par exemple quand on est basé à Paris ou par exemple quand on va être, basé en Inde ou basé aux États-Unis. Voilà la comparabilité est pas toujours évidente, quand on parle, du salaire. Mmh. Voilà, je pense que j'ai couvert vos questions. Oui, absolument, absolument. Heu, hem, comment vous expliquez que les entreprises en parlent assez peu de ce troisième point, alors que je trouve qu'elles sont assez transparentes sur là où elles en sont par rapport aux autres points, sans dire qu'elles ont pas déjà parcouru tout le chemin. Mais sur ce troisième point qui relève plutôt du social, je trouve qu'elles s'expriment assez peu. Parce que je pense que c'est un sujet nouveau. Par exemple, nous, c'est un sujet qu'on travaille depuis 3 ans, mais voilà, c'est des sujets très complexes, Oui, hein, bah, oui. c'est des sujets qu'il est difficile de gérer, de façon macro, puisque c'est très lié, au local. Après, il y a quand même des initiatives positives, de certains acteurs qui essayent, de signer des accords, cadres, qui couvrent, l'ensemble ou une grande partie de leurs salariés. Heu, l'idée là, c'est que voilà, on est dans un phénomène, évidemment, c'est encore des sujets qui sont peu connus, peu travaillés. Pour autant, il y a l'émergence de ce dialogue qui va permettre aux entreprises un peu de réfléchir dans quel cadre elles peuvent agir, Mmh. tout en gardant leur objet social qui est, de Mmh. vendre un produit ou un service, et d'en avoir une profitabilité. Donc voilà, il faut, heu elles vont faire le chemin et c'est aussi notre rôle d'entretenir ce dialogue pour nous assurer qu'elles sont bien en chemin. Mais i c'est à elles, entreprises, par rapport à leur réalité c'est leur responsabilité et leur rôle de trouver leur,
leur chemin. Oui, Voilà bien sûr, bien sûr. et c'est à nous d'être en dialogue pour voir comment elles avancent. Mmh. Oui, le je trouve qu'au printemps dernier, sur ce thème-là, il y a eu beaucoup de faits Mmh. avec, les entreprises qui ont pris en charge des coûts, liés à la crise sanitaire, des coûts de santé, dans des pays effectivement où on n'a pas la sécurité sociale, ou qui ont fait les compléments de salaire ou et c'est vrai que, je pense que la plupart des entreprises françaises dont on parle, dans notre univers, de 350 ont, dans l'urgence, fait ce qu'il fallait. Mais j'ai pas entendu pour l'instant de discours construit de la part des entreprises sur, comment faire quand ça va bien, quand on n'est pas dans l'urgence et la crise. C'est vrai elles ont pas encore franchi ce cap, Mais effectivement. il faut leur donner le temps aussi parce Évidemment, qu'on est c'était encore l'année beaucoup dernière. dans l'urgence Oui, sanitaire oui. et puis, alors, heu, l'objet, 1er de l'entreprise, c'est donc, bien, donc, de vendre un produit, un service, d'avoir ça. Dans ce Avec cela, elles ont une action sociale, important, et c'est notre rôle de bien dialoguer sur cet objet social, mais qui est en sus de leur objet premier. Donc, il faut aussi de leur donner le temps de la maturation et elles ont besoin aussi de faire leur job en premier et Mmh, avec ça, donc tout ça prend du temps. C'est Ce que nous, on doit faire, c'est dialoguer pour être sûr que c'est le temps de l'action et pas de l'inaction. Mais pour autant, il faut accepter, que voilà, les choses sont complexes, surtout mmh, dans des grandes structures comme ça. Encore une fois, elles doivent être acteurs de leur progrès. Nous, on ne peut pas trouver les solutions à leur place et c'est pas notre rôle. Donc, donc tout ça, voilà, il faut accepter aussi nous, de la poul enfin qu'elles évoluent. Après on peut juger si elles évoluent suffisamment vite ou pas assez vite et ajuster notre action par rapport à ça. Mais aussi il faut être dans la confiance que, elles sont sur le chemin. mmh, Je pense que sincèrement cette crise sanitaire avec, va aussi, voilà, changer un petit peu les points sur lequel de communication qu'elles font, mais il faut leur donner le temps de la réflexion, d'arriver avec des stratégies, de qualité. mmh. Et Caroline, beh, merci beaucoup pour, Bah, de rien. commentaire.
enfin, cette